macromammifères, donc les rongeurs ou les petits insectivores qui sont présents dans le territoire de chasse de ces oiseaux en décortiquant ces pelotes. Donc elles sont non seulement utiles aux cultures et aux jardiniers, mais aussi aux naturalistes en leur fournissant des informations. Merci Julien Garin. Merci Écoutez, on a beaucoup. appris plein de choses avec vous, c'était chouette. Allez, on rappelle le site internet de votre association www.bretagne-vivante.org. Je vous voyais réagir, Jean-François Jaffresse. Les chouettes, vous connaissiez avant? Pas du tout, mais c'est vrai que c'est super intéressant. Ouais. On apprend plein de choses. On entend des bruits la nuit, on ne sait pas d'où ça vient, donc on en sait un petit peu plus. Très bien. Jean-Michel, de votre côté, est-ce que vous connaissiez un petit peu ces... Admiratif. Admiratif. Ouais, le deuxième me fait penser à l'art. Je crois que ça s'appelle un arfan des neiges là, sauf que sa couleur est un peu plus brune, mais ils sont et puis alors la troisième avec ses yeux verts, je craque. Elle vous fait craquer, on voit ça. Vous y connaissez quand même en chouette et en hibou, j'ai l'impression. Non, pas précisément, mais ce sont vraiment de jolis oiseaux, quoi. Très bien, merci beaucoup Jean-Michel. On se retrouvera tout à l'heure. Alors pour l'instant, on va se focaliser un petit peu sur les moulins. Notre région a compté jusqu'à 8000 moulins. Des moulins à vent, à eau, à marée, dont une grande partie servait à moudre le grain. Très peu finalement ont conservé cet usage-là. Mais à Bain-de-Bretagne, en Ille-et-Vilaine, un moulin du XVIIIe siècle a repris du service grâce à son propriétaire passionné, Jean-Pierre Leroux. On se retrouve tout à l'heure. On peut voir tourner ses ailes à plusieurs dizaines de kilomètres. Pourtant, nombreux sont ceux à Bain-de-Bretagne qui pensaient que le moulin de Berthaud, en ruine après la guerre, était définitivement perdu. Un homme, lui, ne s'est jamais résigné. Ce rêve d'enfant, c'était effectivement de remettre ce moulin à tourner, de le faire revivre. Et je crois que quelque part, il attendait ça, quoi. Il attendait ça parce que quand on le voit travailler aujourd'hui, on se dit, il devait attendre depuis très longtemps. Après 8 ans de restauration, Jean-Pierre Leroux a réussi son pari. Le moulin de Berthaud produit désormais 70 tonnes de farine par an grâce à la seule force du vent. Comme un marin sur son bateau, le meunier dirige son moulin à l'oreille. En gros, s'il y a quelque chose qui se passe, il y aura un ressenti immédiat. C'est peut-être l'écrasage qui est différent, c'est peut-être la clochette qui se met à sonner, ou qui a simplement teinté mais qui va sonner. C'est assez difficile à expliquer le ressenti qu'on a. C'est impressionnant. On fait corps avec le moulin, c'est ça. Ouais, on fait corps avec lui. Chaque jour, Jean-Pierre moule le grain qu'il a lui-même planté. Car le meunier est aussi paysan et sa passion pour les moulins est indissociable de son amour pour la terre. Une vocation, mais aussi une conviction, inspirée par les lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet. En fait, par le personnage de Maître Cornille, je retrouvais cette indépendance du monde rural et surtout cette sécurité de la nourriture, quoi. Puisqu'on avait tout sur place, on avait les céréales, on avait la pierre pour construire les moulins, on avait le bois pour faire les mécanismes. Et ça, je trouvais que la boucle était bouclée et que c'était vraiment quelque chose de très fort dans le monde rural, quoi. Bonjour Jean-François Jaffresse. Alors je vous voyais réagir pendant le reportage. Ça vous touche à tout ça, ces anciens moulins Oui, parce que je suis issu d'une famille de meuniers, donc ça me rappelle les moulins, le moulin familial, le premier moulin que je connais en fait, qui était du côté de mon grand-père, de ses parents en fait. Vous êtes la quatrième génération Alors de moi, meuniers. je suis la quatrième génération de meuniers au même endroit, Ouais. mais Donc à Board, voilà, à dans le Board. Finistère, hein. On a un moulin à Board et un autre à Plonnéon-Lanverne, dans le Pays Bigoudin. Et donc, mon grand-père était issu également d'un moulin. Donc, en fait, de ce côté-là, en fait, mes arrière-grands-parents étaient tous les deux issus d'un moulin. Et donc, mon grand-père a rencontré ma grand-mère. Ils sont arrivés au moulin de Board. Voilà. Mais les générations d'avant, en fait, ils étaient sur la même rivière, en fait, tous les deux, issus de deux familles voisines. Ils se sont rencontrés, ils sont arrivés ici, en fait, ils sont arrivés à Board. Voilà. Vous êtes tombé dans tout petit. Alors Voilà. c'est une profession quasi méconnue finalement, le métier de meunier, alors que c'est quand même historique bien entendu. Ça pourrait s'apparenter un peu aux pratiques des vignerons tant il est question d'assemblage de farine, un peu comme on fait avec du raisin finalement. Tout à fait. En fait, nous, notre métier, c'est de sélectionner les meilleures variétés de blé pour faire la meilleure farine. Donc, nous, notre but, c'est de faire la farine la plus régulière possible tout au long de l'année, qu'elle soit la meilleure et la plus régulière. C'est les deux buts qu'on cherche à atteindre, en fait. D'accord. Donc, on a une attention particulière au moment de la récolte. Alors, la meunerie fait en sorte qu'aujourd'hui, on ait des blés de bonne qualité.
Donc, elle aide à la sélection des variétés. Et après, nous, chaque meunier, on cherche tous les ans les meilleures variétés de blé dans les meilleurs terroirs, parce que suivant les années, on a, suivant la météo, des fois plus ou moins de bonne qualité. Comment est la récolte cette année? Alors cette année, c'est très très compliqué. C'est historiquement compliqué. De mémoire de meunier, on n'a jamais vu ça. Donc on a eu des conditions climatiques qui étaient particulières, qui ont fait qu'en fait les grains se sont mal remplis. Donc ce qui fait que la farine, on a moins de farine par grain de blé. Donc pour nous, on a déjà moins de rendement. Et en plus, la farine est compliquée à travailler pour les boulangers. Donc il faut qu'on trouve vraiment les bons endroits, les endroits où il y a eu pas trop de pluie au moment crucial du remplissage du grain, pour que justement on arrive à avoir une farine de qualité. Parce qu'il y a du coup plus de son et moins de farine. Il y a plus de son, moins de farine, donc on a moins de rendement meunier. D'accord. Vous êtes à moins 30% là au niveau de la récolte? Alors au niveau de la récolte nationale, c'est moins 30% de blé. Alors la France est un très très gros producteur de blé, donc ce qui en laisse quand même suffisamment pour la meunerie, mais il y a quand même 60% de blé meunier en moins par rapport aux autres années. Comment vous allez faire? Alors du coup, on a déjà en partie sélectionné nos blés. Alors souvent les meuniers achètent pour une année, justement pour avoir la meilleure qualité possible pendant toute l'année. On fait des contrats sur la durée. C'est-à-dire qu'on va acheter une grosse quantité de blé et on va dire à nos fournisseurs, on viendra chercher le blé toutes les semaines, tous les 15 jours, etc. Et donc du coup, on a déjà sélectionné, notre travail de sélection a déjà été fait. Voilà. Donc aujourd'hui, on est un petit peu plus serein, mais on a eu de grosses craintes sur la capacité à se fournir en blé de qualité. Voilà. On imagine, effectivement. Alors, comment fabrique-t-on de la farine aujourd'hui? On a cette image un peu traditionnelle, justement, celle qu'on a vue un peu dans le sujet. Oui. Ça a quand même beaucoup changé. Alors, ça a changé, en fait, ça fait déjà longtemps, puisque ça a changé à la fin du 19e siècle, où on a commencé à remplacer les meules. Les meules, il y avait une meule gisante, et puis l'autre qui tournait dessus. On les a remplacés par des cylindres. Donc moi, quand mes arrière-grands-parents sont arrivés au moulin à boire, c'était déjà des moulins à cylindres en 1933. Donc la technique de fabrication n'est pas récente. On l'a améliorée, on a automatisé. Aujourd'hui, les moulins tournent, on va dire, tout seuls. Ils sont automatisés. Il faut la présence humaine pour les réglages, pour vérifier. Puis après, on travaille comme dans le reportage, beaucoup au bruit. On entend les bruits de son moulin. Chacun connaît son moulin. Donc on travaille au bruit et puis après au toucher. On regarde la qualité des produits de chaque passage. Donc il y a deux principales étapes dans la mouture. On a le broyage, on écrase le grain et après on le tamise. Mais avant ça, il faut d'abord le nettoyer. Donc on enlève tout ce qui est étranger au grain de blé et ensuite on le conditionne. C'est-à-dire qu'on va mouiller légèrement le blé pour permettre en fait de bien décoller la farine et le son. Donc voilà, donc il y a cette étape préliminaire. On attend 24 à 48 heures et on passe le blé en mouture. Voilà. D'accord. Alors justement, il y a tout un tas de types de farine qui coexistent. Quels sont-ils? Alors on a des types en fait qui sont dus à la pureté de la farine. Plus on va aller vers le son, vers l'extérieur du grain de blé, plus on va aller gratter vers l'extérieur du grain de blé, plus on aura de matière minérale. Et ça va correspondre au type. Donc type 55, type 45, c'est une farine qui est très blanche. Type 55, on a une farine qui est un petit peu moins raffinée. Jusqu'à type 150, la farine complète. Voilà. Donc nous, on a des opérations de tamisage et s'il faut faire de la farine complète, on va rajouter le son dans notre farine qu'on a tamisée. D'accord. Alors quels sont les enjeux aujourd'hui pour cette profession finalement? Alors on a des enjeux structurels. Donc il y avait 40 000 moulins au début du XXe siècle. On en est aujourd'hui à 400 et quelques unités de production. On a 360 entreprises et on a 4 entreprises qui font plus de 50% de la production en France. Et si on prend les 20 plus grosses entreprises, elles font plus de 80% de la production en France. Donc vous êtes dans l'artisanat? Nous, on est dans l'artisanat. Ouais. Donc on est, comme beaucoup de moulins de cette taille-là, à destination des artisans boulangers, qui représentent la panification, c'est 60% des utilisations de farine en France, et l'artisanat, c'est 30%. Voilà. Donc on a un pays qui est fier de son pain, donc on a besoin de bonne farine pour faire du bon pain. Donc c'est là-dessus que nous, on essaye de tirer notre épingle du jeu en essayant de faire de la farine de qualité, en proposant aussi des services aux clients avec de la proximité, des circuits courts, et puis un maximum de traçabilité et de visibilité sur l'ensemble de la filière. Et la taxe farine, alors, c'est quand même un débat actuel? Alors la taxe farine, c'est un débat puisqu'en fait on a une taxe. Ce que c'est. Alors c'est une taxe qui est en fait versée pour les cotisations sociales des agriculteurs. Donc on est le seul pays européen à le faire. Donc nos voisins étrangers n'ont pas cette taxe à payer.
Donc il y a un problème de concurrence, donc sur laquelle la du coup, meunerie a moins alerté. concurrentiel, évidemment. Voilà, on est moins concurrentiel pour exporter. Et puis en plus, la farine qui vient de l'étranger, elle n'a pas cette taxe à payer. Donc les pouvoirs publics ont été alertés. On a eu des messages qui nous ont dit que ça allait dans le bon sens, qu'on allait sans doute être entendu. Mais aujourd'hui, rien n'est fait. Donc on a bon espoir parce que la meunerie a besoin de regagner de la rentabilité. Donc ça nous permettrait d'être un petit peu plus serein. Très bien, merci beaucoup Jean-François Jaffrès d'être venu sur ce plateau. On rappelle le site internet www.minoterie-française.com. Je voyais Julien qui réagissait également aux propos de Jean-François. Tout à l'heure, dans le reportage, vous disiez... Les vieux moulins pour abriter certains rapaces nocturnes, c'est vraiment un habitat typique, parce que souvent, c'est des bâtiments un petit peu isolés dans la campagne. Donc pour eux, c'est vraiment idéal. C'est le club med de la chouette. Le loft de la chevêche d'Athéna et de le la trait des chevêche clochers. d'Athéna. Merci. Jean-Michel, est-ce que la farine et le métier de meunier sont des sujets qui vous interpellent? Ma foi, j'apprends beaucoup de choses. J'avais une question à poser, c'est lorsqu'on parle de sélection des grains, vous vous approvisionnez uniquement sur le régional. Ça vient pas de la Beauce ou quoi que ce soit. C'est simplement purement finistérien ou... Alors non, effectivement, mais déjà mon grand-père le faisait. On s'approvisionne dans le centre de la France. Alors tous nos blés sont français, mais c'est vrai que pour des problèmes pour des histoires de qualité, en fait, pour pouvoir garantir à nos boulangers la meilleure farine possible, on prend le blé dans le centre de la France. Il faut savoir qu'en Bretagne, la plupart du blé qui est cultivé, en fait, est à destination des animaux. Donc c'est du blé fourragé. Donc ce ne sont pas des variétés meunières. Et même quand on a des variétés meunières qui sont semées chez nous, on a toutes les peines du monde à avoir les bons indices, les bonnes qualités en fait, technologiques pour faire du bon pain. D'accord. Voilà, vous avez la réponse à votre question, Jean-Michel. Merci. À plus tard, on vous retrouve tout à l'heure. Nous allons maintenant parler de l'actualité avec notre chère Valérie qui va nous rejoindre. Bonjour Valérie. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Alors, de quoi sera-t-il question aujourd'hui dans nos JT? Alors aujourd'hui, nous allons reparler évidemment des tremblements de terre qui se multiplient du côté brestois. Vous en avez peut-être entendu parler. Nous avons une équipe qui y travaille, mais il sera aussi question de menhir et de dolmen, puisque vous connaissez sûrement les fameux alignements que l'on peut découvrir du côté de Carnac, dans la baie de Quiberon et puis aussi dans le golfe du Morbihan. Ces rochers de plus de 5000 ans sont déjà pour certains protégés par le titre de monument historique. Mais c'est une nouvelle étape qui va être franchie aujourd'hui puisque c'est leur inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO qui est en voie d'être confirmée. Le dossier élaboré par un comité scientifique va être présenté au ministère de la Culture. Son président, le paléontologue Yves Coppens, sera dès ce midi notre invité. Quelle chance! C'est pas fait encore, hein. Bon, d'accord. Ils y travaillent. Alors, il y a aussi beaucoup de visites ministérielles ce lundi en Bretagne. Oui, effectivement, il y a beaucoup de membres du gouvernement qui sont présents et parmi les 3 qui sont en visite par-ci par-là, eh bien, nous suivons notamment Jean-Yves Le Drian, qui connaît bien la région, évidemment, et qui, lui, vient parler eh bien, de cybersécurité, un dossier très cher, évidemment, au ministère de la Défense, d'actualité et d'avenir. Et puis un coup de projecteur sur la broderie. Oui, sûrement connaissez-vous Pascal Jaouen, Ah oui. un breton qui était d'ailleurs déjà venu sur le plateau de Bretagne Matin. Tout à fait. Et alors il s'avère qu'il a plusieurs écoles de broderie en Bretagne. Et nous avons une de nos équipes qui est allée à la rencontre de stagiaires très assidus du côté de Vannes. Ça peut être une bonne idée de cadeau à l'occasion. Vous verrez qu'ils sont très attentifs et donc évidemment très minutieux. Ce sont de véritables œuvres d'art. Franchement, c'est magnifique. De toute c'est beauté. sublime. Merci beaucoup Valérie. Merci à vous. Je me tourne maintenant du côté de la rédaction web de France 3 Bretagne. Bonjour Thierry Peignet. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Bon. Et Alors- d'une certaine manière, je vais apporter du grain à moudre à votre discussion Oh. sur les farines et sur les moulins, puisque je vais vous parler de galette. Très fort. Et oui, la galette, cet ingrédient du patrimoine breton, disons-le, n'ayons pas peur des mots, puisque là, en Bretagne, c'est la région où la galette est le plus mangée, puisqu'on en mange 3 fois plus et demi que dans le reste de la France. Et par exemple, savez-vous combien y a-t-il de crêperies qui font des galettes en Bretagne? Oh là là, mais ça se compte par milliers. 2000 avec les vendeurs ambulants, alors qu'il y en a 5000 en France. Donc toutes ces questions sur la galette, crêpe de blé noir,
Ça dépend de la région où Oui. elle est fabriquée, que ce soit Basse-Bretagne ou Haute-Bretagne. Donc toutes ces questions et toutes ces distinctions, attention aux susceptibilités, tout ça c'est expliqué dans ce grand format que nous a fait Christelle Veillard. Donc elle parle à la fois donc, de la formation des crêperies, elle parle même des crêpes industrielles et des galettes industrielles. Elle s'est penchée sur tous les aspects de la galette. Et donc vous retrouvez tout ça dans ce grand format. Grand format, ça ne veut pas pour autant dire que la galette est plus grande, mais ça veut dire que tout simplement il y a plusieurs vidéos, plusieurs photos et pas mal de textes explicatifs. C'est un vrai dossier. Donc voilà, il ne me reste plus que maintenant, j'ai envie de dire, vous inviter à une galette saucisse pour ce midi. Oh, avec grand plaisir Thierry. Allez, chiche. À plus tard. Ouais. Jean-Michel, vous de votre côté, Oui. plutôt adepte des galettes, des crêpes, galettes de blé noir. En ce qui me concerne, ce sera de la crêpe de blé noir, bien sûr. J'ai vu tout à l'heure que dans le moulin, me semble-t-il, c'était du blé noir qui était moulu. Oui. Alors pour faire des galettes, puisque c'était à Basse-Bretagne, mais en ce qui nous concerne en Finistère, ce sera de la crêpe, ça ira très bien, pas de souci. Très bien. Voilà, merci beaucoup Jean-Michel d'avoir été avec nous. Je vous Merci en prie. beaucoup Julien. Merci beaucoup Jean-François. Alors pour tout vous dire, demain mardi 13 décembre dans Bretagne Matin, nous parlerons de la myofasciite à macrophage. Alors ça paraît un peu barbare comme ça comme terme, mais cette pathologie est induite par la présence d'aluminium dans les vaccins. De nombreux patients en souffrent. C'est la vice-présidente de l'association E3M qui sera là pour nous éclairer sur ce sujet. On ne peut plus d'actualité à l'heure du vaccin contre la grippe. Et puis nous irons à la découverte d'un festival de musique électronique qui s'appelle Capsule Festival. Ce sera ce week-end à Lamballe et nous recevrons son responsable, mais l'organisatrice et la chanteuse Yel. Alors, on verra si elle sera avec nous sur ce plateau. Très belle journée. À demain, 10h15 sur France 3 Bretagne. Prenons la direction de Paris où la Bretagne s'affiche. C'est la première fois qu'un festival français reçoit cet award. C'est pas un peu tordu quand même de courir avec un bâton. Il refuse